Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à la vitamine C. On vous donne des informations sur cette molécule. On vous donne également des informations sur la composition d'un comprimé de vitamine C, à savoir qu'il est constitué d'acide ascorbique, d'ascorbate de sodium. Et vous avez également des données qui portent sur le fait que c'est un acide, qu'on va noter HA, et sa base conjuguée va être notée à moins, masse molaire de l'acide ascorbique, masse molaire de l'ascorbate de sodium et les conductivités. Dans cette première question, on nous demande de représenter le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide ascorbique. On vous dit que les propriétés acido-basiques de la molécule sont dues à l'atome d'hydrogène porté par l'oxygène du groupe caractéristique associé à l'atome de carbone en position 3. Donc ce groupe caractéristique qui s'appelle un groupe hydroxyle, donc c'est une fonction alcool. Donc ça c'est à connaître, donc ça c'est un groupe hydroxyle. Donc on vous dit que c'est cet atome hydrogène qui va être cédé par la molécule acide ascorbique pour donner la base conjuguée qui est l'ion ascorbate. Donc ça c'est le groupe hydroxyle qui est le propre, c'est une fonction alcool. Bon, c'est pas la question ici, donc on va représenter la molécule. Donc ici on a un cycle qui est constitué donc d'atomes de carbone avec un atome d'oxygène ici. Ici, une double liaison. Ici, on a une liaison double. Ici, donc, CH. Ici, CH. OH. CH2 et OH. Donc, on vous dit que cet atome d'hydrogène va être perdu, donc on va avoir ici l'ion O-. Donc si on appelle cette molécule HA en cédant un proton, donc on obtient A- plus H+, et donc ça c'est l'ion A-, l'ion ascorbate. Alors on nous demande de donner la représentation de Lewis. Ce qu'il faut, c'est que tous les atomes d'oxygène s'entourent d'un octet. Donc c'est vrai actuellement pour l'atome de carbone, mais il faut que ça soit vrai pour l'atome d'oxygène. Ici, deux doublés non liants, donc il faut rajouter ici deux doublés non liants. Donc la règle de l'octet, 2, 4, 6, 8. Donc 2, 4, 6, 8. Idem. Idem. Et ici, par contre, on a qu'un doublé liant, donc on doit rajouter 3 doublés non liants. Donc là la charge, je l'entoure pour faire apparaître la charge. Donc on a 3 doublés non liants pour l'ion, pour cet ion ici, pour l'ion O-. Donc poursuivons. On nous demande de rappeler le protocole ici pour la préparation de la solution SA. Donc on vous dit donc que c'est une solution qui est préparée en dissolvant le comprimé. Donc on doit rappeler ici le protocole de dissolution. Donc le protocole de dissolution, on va dissoudre un comprimé dans un certain volume d'eau pour préparer une solution. Donc évidemment il faut d'abord broyer le comprimé pour le réduire en poudre. Donc ce qu'on fait généralement ici, on va utiliser un pilon dans un mortier. On va ensuite introduire la poudre dans la fiole jaugée donc avec un entonnoir. Donc c'est une fiole jaugée de contenance 200 ml. Donc dans une fiole jaugée de 200 ml.
On va évidemment rincer la capsule et l'entonnoir pour ne pas perdre de matière. Il s'agit de transférer tout l'acide ascorbique dans la fiole pour ne pas perdre de matière. Et puis on va ajouter de l'eau distillée aux 2/3. Et puis on va compléter ensuite jusqu'au trait de jauge. Donc il faut ici d'abord homogénéiser une première fois. Homogénéiser une première fois. On complète ensuite jusqu'au trait de jauge. Et on agite une dernière fois. Donc on dispose maintenant de la solution SA. Alors cette solution, eh bien on va en prendre un prélèvement de 20 ml pour procéder à un titrage. Donc un titrage, on vous dit acido-basique, suivi par conductimétrie. Donc ça veut dire qu'on va utiliser une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution titrante. Donc là, c'est l'Erlenmeyer. Donc en dessous, on va trouver l'agitateur magnétique. Ici, le petit aimant. Donc dans la burette, je place la solution titrante d'hydroxyde de sodium. Donc Na+, plus HO-. Donc cette solution titrante, on en connaît parfaitement la concentration. C'est Cb égale... alors, bon, on n'en est pas encore de toute façon à ça. Donc en tout cas, la solution, sa concentration sera parfaitement connue. Et on va l'appeler Cb. Dans l'Erlen, on va placer un volume Va. Donc c'est un volume connu avec précision, avec une pipette jaugée, 20 ml de la solution SA. Donc la solution SA, c'est la solution qu'on a préparée ici. Donc l'équation de la réaction support de titrage, la solution d'acide ascorbique contient l'acide ascorbique HA. Donc c'est un acide, c'est l'acide du couple HA-, et on va mettre en présence cet acide avec le lion HO-, lion HO- qui est la base du couple H2O HO-. Donc les réactifs en présence sont HA et HO-. Donc c'est une réaction acido-basique d'échange de protons. Cette réaction, elle est nécessairement totale, puisqu'on s'en sert pour faire un titrage. Donc on va avoir A- plus H2O. La réaction, elle est bien équilibrée. Conservation des éléments, conservation de la charge. Question C. Donc la question qu'on se pose, c'est on dispose au laboratoire d'une solution de soude d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre. Et est-ce que c'est une solution adéquate si je veux obtenir un volume versé à l'équivalence de 10 ml? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher quelle serait la concentration de la solution titrante qui permettrait d'avoir un volume versé à l'équivalence de l'ordre de 10 ml. Et puis on verra éventuellement si ça peut convenir. Donc ici, il faut que je traduise l'équivalence. Donc il faut d'abord que j'explique ce que c'est que l'équivalence. Donc j'écris que à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Donc la relation qui traduit l'équivalence, eh bien ça sera Ca fois Va égale Cb fois Vbe. Puisque ici le nombre de moles d'HO- versé sur 1
sera égal au nombre de HA qui se trouve dans l'Erlen sur 1. Donc CBVE, c'est ce que je verse à l'équivalence, ce sera donc CAVA, ce qui se trouve dans l'Erlen. Donc calculons ce à quoi doit être égal CB pour que l'on ait l'équivalence. Donc CB doit être égal à CA fois VA sur VBE. Donc par contre là on n'a pas CA. Donc il va falloir au préalable calculer la concentration de la solution d'acide ascorbique, donc celle qui doit se trouver dans SA, qui a été obtenue par dissolution donc du comprimé. Donc ici, je vais ouvrir donc une nouvelle page, on va exprimer CA. Donc CA, c'est la concentration en acide ascorbique de la solution S. Donc j'y ai dissous une certaine masse, donc un certain nombre de moles d'acide ascorbique. Le nombre de moles, c'est petit m sur grand M. Le volume de la solution, c'est grand V. Donc la masse d'acide ascorbique du comprimé, eh bien, elle est censée être égale à 250 mg. Et puis, alors la masse molaire est donnée ici. La masse molaire, c'est 176,1. Donc, je peux trouver le nombre de moles qui se trouve dans un comprimé. Et comme on a dissous dans un volume de 200 ml, on peut calculer donc la concentration. Donc, ça sera la masse. Donc, ça va nous faire 0,5 sur 176,1. 176,1. Et on divise par le volume, qui est 200 ml, donc 0,2. Donc, ça fait 5 que divise 2 fois 176,1. Et on trouve que la concentration de la solution SA, c'est 7,1-3 mol par litre. Donc, on peut calculer la concentration que devrait avoir la solution T30. Donc, CB, on a dit que c'était CA fois VA sur VBE. Donc 7,1-3. Le volume, c'est 20 ml. Et on souhaiterait que l'équivalence se fasse pour un volume versé de 10 ml. Donc ça va nous faire 1,4-10-2 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration de la solution T30 qui permettrait d'avoir à verser à l'équivalence 10 ml. Or, on dispose au laboratoire d'une solution d'hydroxyde de sodium à 10-1 mol par litre. Donc on voit que au laboratoire, donc on va l'écrire, au laboratoire, on dispose d'une solution de soude ou d'hydroxyde de sodium à 1,10-1 à 1,010-1 mol par litre. Or, celle qui permettrait d'avoir l'équivalence pour VBE égale 10 ml devrait être à 1,4-10-2 mol par litre.
Donc en fait, la solution dont on dispose, elle est trop concentrée pour avoir cette équivalence à 10 ml. Donc ce que l'on a, c'est du 10-1, il faudrait du 1,4-10-2. Donc ce qu'on va proposer, donc on peut proposer de diluer 10 fois la solution du laboratoire. Donc on peut proposer de diluer 10 fois la solution du laboratoire. Et dans ce cas-là, le volume qu'on va verser à l'équivalence sera proche de 10 ml. Alors on peut le calculer, hein, donc quel serait le volume versé à l'équivalence si on diluait 10 fois la solution titrante? Eh bien VBE, donc c'est donné par VA fois CA sur CB. Donc VA qui vaut 20. CA, donc c'est du 7,1 10-3 mol par litre. Et puis CB, donc si je dilue 10 fois la solution du laboratoire qui est à 10-2, donc là j'aurai du 1,0 10-2. Et donc ça nous ferait donc eh bien 14 millilitres, hein, 14,2 millilitres. Hein, puisque ça ici c'est en millilitres, ça c'est des mols par litre au numérateur comme au dénominateur. Donc j'ai bien ici des millilitres. Donc si je dilue 10 fois la solution de dessous du laboratoire, j'aurai donc un volume versé à l'équivalence qui sera bien de l'ordre de 10 ml, qui sera de 14,2 ml. Alors poursuivons. Donc nous sommes à la question D. On nous demande de dire lequel des graphiques correspond à la situation pour l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé. Alors, on ne perd pas de vue que la réaction support du titrage, c'est HA plus HO- donne A- plus H2O. Ici, il faut faire attention parce que du point de vue de la conductivité, il ne faut pas perdre de vue qu'on va verser de l'hydroxyde de sodium. Donc, on va introduire également des ions sodium Na+. Alors, certes, ils n'interviennent pas dans la réaction, ils sont des ions spectateurs, mais du point de vue de la conductivité, ils interviennent quand même. Donc, ils contribuent à l'évolution de la conductivité. Donc, lorsqu'on verse la solution titrante, on apporte des ions Na+, donc on augmente la conductivité avec Na+. On va également, donc les ions H- avant l'équivalence disparaissent en créant les ions A-. Donc on a un double apport au niveau de la conductivité. La conductivité due à A- qui se forme et à Na+, qui est apportée par la solution d'hydroxyde de sodium. Donc la conductivité avant l'équivalence augmente. Donc avant l'équivalence, la conductivité sigma augmente. Et on peut justifier donc un apport de Na+, et à la formation de A-. Après l'équivalence, que se passe-t-il? Eh bien, on va continuer à apporter Na+, et on va continuer à apporter HO-, mais HO-, au-delà de l'équivalence, n'est plus consommé. Donc on a et A- par contre n'est plus formé. Donc on a sigma qui augmente égale toujours, donc sigma augmente avec apport toujours de Na+, et là apport, hein, pas formation mais apport de HO-. Or, et c'est la raison pour laquelle on nous donne les conductivités dans l'énoncé, on voit que la conductivité des ions HO- est bien supérieure
à la conductivité des ions A-. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après l'équivalence, eh bien, l'apport des ions HO- beaucoup plus conducteurs que les ions A- va faire qu'on aura une augmentation nette de la conductivité. Donc, le fait que la conductivité des ions HO- est bien supérieure à celle des ions A-, eh bien, on aura une plus grande augmentation. Donc on a une plus grande augmentation, donc on aura un changement de pente qui va en fait correspondre à cette situation-ci. Donc ça doit augmenter au départ et après ça augmente nettement. Donc on choisit le graphe 2. Poursuivons. Alors, dans la question E, on nous donne eh bien, le volume qui a été versé à l'équivalence. La solution de T30, on connaît sa concentration. On nous dit que la masse expérimentale d'acide ascorbique qui a été déduite est de 245 mg. Ici, on nous donne une expression qui va nous permettre de calculer l'incertitude relative. Donc, on nous demande de dire si le résultat expérimental est en accord avec l'indication de la boîte. Donc, la boîte indique une masse théorique d'acide ascorbique qui est de 250 mg. Bon, alors, ce qu'on a trouvé expérimentalement, c'est cohérent. Encore faut-il voir si la masse théorique se trouve dans l'encadrement que l'on peut proposer connaissant eh bien, l'incertitude sur la masse expérimentale. Donc on va d'abord calculer l'incertitude sur la masse expérimentale. Donc l'incertitude sur la masse expérimentale, on l'obtient en utilisant la formule qui est donnée. Donc je vais donc isoler ici. Donc ça s'appelle l'incertitude relative. L'incertitude relative sur la masse expérimentale. Donc je vais prendre la racine carrée de ceci, donc racine carrée de ceci. Donc ici, j'ai une incertitude sur le volume versé à l'équivalence. Alors, donc, on la trouve ici. Donc, c'est 0,2 sur le volume versé à l'équivalence. Donc, eh bien, on le trouve ici. Donc, c'est 9,1. Ensuite, l'incertitude sur la concentration en hydroxyde de sodium, elle vaut 0,02. Et puis la concentration, elle est ici. Donc ça, c'est la concentration, ça, c'est l'incertitude. Donc la concentration, c'est 1,5. Donc on met ça au carré. Et quand on fait le calcul, on trouve une incertitude relative de 0,026. Donc l'intérêt de connaître ce rapport, c'est qu'on va pouvoir trouver l'incertitude à propos de la masse expérimentale. Donc ça sera la masse expérimentale fois 0,026 et donc la masse expérimentale qui est de 245 fois 0,026 et quand on fait le calcul on trouve 6. Alors quand on donne un résultat d'incertitude, donc ça c'est une incertitude absolue, quand on donne le résultat d'une incertitude absolue, on le donne toujours qu'avec un seul chiffre significatif. Donc ici, on arrondit donc à 6 mg. Donc je vais pouvoir maintenant proposer un encadrement pour la masse expérimentale. Donc ça sera la masse obtenue, donc 245 plus 6, donc 251 mg. Et puis, donc 245 moins 6, qui va nous faire 239 mg.
Donc, est-ce que l'indication du constructeur est cohérente par rapport à la masse expérimentale trouvée et par rapport aux incertitudes dont on a tenu compte? Eh bien oui, on voit que la masse théorique, est bien dans l'encadrement. Donc, est bien dans l'encadrement. Donc, on peut dire que le résultat expérimental est en accord avec la mention portée sur la boîte. D'accord? Donc, le résultat expérimental est cohérent. Voilà. Alors, poursuivons. Ensuite, on nous demande on va s'intéresser aux ions ascorbates qui s'ouvrent dans le comprimé. Donc pour la question 3A, si je veux vérifier par titrage la masse d'ascorbate de sodium dans le comprimé, eh bien l'ascorbate de sodium, l'ion ascorbate est une base, et bien pour titrer une base, il faut que j'utilise une solution acide. Donc la seule solution acide qui est proposée, c'est la solution B. Donc si j'utilise la solution B, je vais pouvoir déterminer les ions ascorbates qui se trouvent dans la solution titrée. En effet, H3O+, c'est l'acide du couple H3O+, H2O, et l'ion ascorbate A-, c'est la base de HA A-. Donc, si j'utilise une solution d'acide chlorhydrique, je vais pouvoir doser les ions ascorbates A- selon la réaction qui sera H2O, H3O+, plus A- donne H2O plus HA. Alors, question B. La masse d'ascorbate de sodium trouvée après titrage correspond à celle indiquée sur l'emballage. L'étiquette précise également que la masse totale des deux espèces conjuguées est équivalente à 500 mg d'acide ascorbique. Vérifiez cette information par le calcul. Donc, le constructeur nous disait qu'il y avait dans le comprimé eh bien, 285 mg d'ascorbate de sodium. Et on doit avoir donc un total de... donc le constructeur nous dit qu'il y a un total de 500 mg d'acide ascorbique. Ça correspond à un total de 500 mg d'acide ascorbique. Alors on va expliquer cette chose-là. Donc un comprimé de vitamine C, ça contient donc deux choses. Il y a à la fois de l'acide ascorbique et il y a également de l'ascorbate de sodium. Donc d'après le constructeur, on a eh bien 250 et 285. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie-ci dont je vais avoir besoin. Voilà, donc ça, je vais le copier. Alors, donc, et puis on va se rendre sur la dernière page. Voilà, alors donc l'acide ascorbique, on nous dit 250 mg, l'ascorbate de sodium 285 mg, on nous donne la masse molaire de l'acide ascorbique de HA, donc c'est 176,1, et puis la masse molaire
de l'ascorbate de sodium. Donc l'ascorbate de sodium, c'est NaA, 198,1. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on absorbe le comprimé de vitamine C, on nous dit qu'au final, dans l'estomac, c'est comme si on avait absorbé 500 mg d'acide ascorbique, donc de HA. Alors pourquoi? Eh bien, alors l'acide ascorbique est d'abord évidemment apporté par la première partie, mais ce qui se passe, c'est que les ions ascorbates, quand ils vont entrer dans l'estomac, eh bien, vont être dans un milieu très acide, et donc ils vont être transformés en acide ascorbique. Et donc, au final, dans l'estomac, c'est équivalent à prendre que de l'acide ascorbique. Alors, ce qu'on va faire, c'est montrer que au final, eh bien, puisqu'il faut 500 mg d'acide ascorbique au total, on va montrer que 285 mg d'ascorbate de sodium, ça va conduire à 250 mg d'acide ascorbique. Ça sera équivalent à un apport de 250 mg d'acide ascorbique. Alors, si on va d'abord calculer le nombre de moles d'ascorbate de sodium, donc NaA, qui est présent dans 285 mg. Donc, on va faire la masse sur la masse molaire. Donc, la masse, c'est 0,285 sur 198,1. Et ça correspond à 1,44 10-3 mol. Donc, il faut bien comprendre que l'ascorbate de sodium, c'est NaA. Donc, ça va se dissoudre en donnant Na+, plus A-. Et quand dans un deuxième temps, A- va se transformer en AH. Donc, on voit qu'au final, on va trouver, donc si je pars d'une mole d'ascorbate de sodium, ça engendre une mole d'ion A-, une mole d'ion A-, qui va donner une mole de HA. Donc, en clair, j'aurai dans mon estomac autant de HA qu'il y avait de nombre de moles de NaA. Donc, au final, on peut dire que l'ascorbate de sodium, il va apporter 1,44 10-3 mol. Donc, cela produit 1,44 10-3 mol d'acide ascorbique. Donc, c'est-à-dire une masse d'acide ascorbique qui va être égale à 1,44 10-3 fois la masse molaire de l'acide ascorbique, donc qui est donc de 176,1. Et quand on fait le calcul, on trouve que ça nous fait une masse de HA qui est égale à 253 mg, donc quasiment 250 mg. Donc au final, on a 250 mg apportés par l'acide ascorbique lui-même et 253 mg d'acide ascorbique qui vont provenir du fait que l'ascorbate de sodium dans l'estomac, ça va donner de l'acide ascorbique. Donc on a un total de 503 mg d'acide ascorbique après ingestion, ingestion du comprimé. Et donc l'indication du constructeur est cohérente, j'aurai bien un total de 500 mg quasiment dans l'estomac. Alors la question C, on va la traiter ici. La question C, l'intérêt de cette formulation, eh bien, on va avoir ici un milieu qui sera moins acide que si on avait absorbé de l'acide ascorbique pur. Enfin, si on avait utilisé un comprimé contenant 500 mg d'acide ascorbique, eh bien, au niveau du goût, le goût aurait été beaucoup plus acide. Ici, on aura un pH qui le sera moins, du fait que on trouve dans le comprimé quasiment le même nombre de moles
d'acide ascorbique et d'ion ascorbate. Donc on a ce qu'on appelle un milieu tamponné. Alors un milieu tamponné, on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est un milieu dans lequel on a quasiment autant de formes acides que de formes basiques du milieu, du couple. Et donc on aura un pH qui est inférieur nettement à celui qu'aurait la dissolution du comprimé s'il n'était formé que d'acide ascorbique. Donc pH inférieur à celui d'une solution d'acide ascorbique. Voilà, donc ce sera plus facile à assimiler pour l'utilisateur ce milieu tamponné du fait qu'il y a dans le comprimé de l'acide ascorbique et de l'ascorbate de sodium. Voilà, on a passé en revue la totalité de l'exercice. Merci pour votre attention.